Une tapisserie vieille de plusieurs siècles, et un meurtre profondément cousu dans ses fils. Bienvenue au mystère de minuit, je suis votre hôte Gustave. Commentez ci-dessous et partagez la façon dont vous résolvez cette affaire. La lecture de vos messages fait toujours revivre ces mystères. Le soleil de fin d'automne filtrait à travers les grandes fenêtres à meneaux de Longridge Hall, projetant une lumière dorée sur le chêne poli et le velours immaculé. Niché dans la campagne du Warwickshire, Longridge Hall était une demeure d'ombres et de silence, ses couloirs autrefois somptueux résonnant désormais du silence des secrets. Lady Eugenia Montrose, douairière du domaine, était assise rigide dans son fauteuil à oreilles, comme sculptée dans le même marbre que le tombeau de son époux. Le feu crépitait dans l'âtre, illuminant les riches tapisseries qui ornaient les murs du salon. Aucune n'était plus prisée que lui. La fuite d'Argus, un tissage flamand du XVIe siècle qui aurait été exposé à la cour de France avant de disparaître entre des mains privées pendant la Révolution. C'est sous cette même tapisserie que la tragédie a frappé. Le cri retentit peu après 11 heures. Il était aigu, s'élevant du vieil escalier de pierre et se propageant dans le hall comme le vent dans un canyon. Des pas résonnèrent. Le verre de madère de Lady Eugenia glissa de sa main et se brisa. Le temps que la maisonnée se rassemble, Monsieur Théo Montrose, son fils, gisait au pied de l'escalier, le cou anormalement tordu, les yeux écarquillés d'incrédulité. Il était seul dans le couloir ouest. La tapisserie était suspendue directement au-dessus de l'endroit où reposait son corps. Le docteur Connelly, appelé du village, a déclaré qu'il s'agissait d'une chute tragique. L'escalier est raide. Ces vieilles maisons n'étaient pas conçues pour des pieds modernes. Il a peut-être glissé, son talon s'est peut-être coincé dans le tapis perçant. Mais l'inspecteur Ryland de la police du Warwickshire, appelé par la gouvernante dans un accès de suspicion inhabituel, découvrit un élément qui refroidit encore davantage l'atmosphère. Le corps de Théo présentait des ecchymoses inexpliquées par une chute. Et coincé dans sa main droite crispée se trouvait un morceau de laine épaisse et colorée, bleu-or, déchiré, d'une tapisserie. La fuite d'Argus, aucun dommage apparent n'était visible. Pourtant la laine correspondait parfaitement aux nuances de la scène de chasse tissée. Le soir, Longridge Hall était poliment verrouillé. Personne ne sortait. Personne n'entrait. Des murmures circulaient dans les couloirs comme des courants d'air. Dame Eugénie, toujours calme, donna son ordre, envoyer chercher M. Poirot. Immédiatement. Elle l'avait rencontré à Monte-Carlo des années auparavant, alors que son défunt mari était encore en vie et jouait l'argenterie familiale. Elle se souvenait de deux choses, ses moustaches remarquables et sa capacité à percer les mystères d'un homme plus vite que n'importe quel prêtre. 3 jours plus tard, Hercule Poirot arrive. La Bentley envoyée à la gare revint avec lui assis précisément au centre du siège arrière, les mains gantées posées sur une valise impeccable. Le majordome Morcombe ouvrit la porte et l'annonça dans le salon comme s'il présentait un dignitaire étranger. Poirot entra dans l'espace, retira son chapeau d'un geste théâtral et fit une révérence courtoise à Lady Eugenia. « Madame, dit-il avec cet impeccable accent belge, je suis venu m'occuper d'un homme qui, je crois, n'est pas tombé par accident. Et d'une tapisserie, n'est-ce pas, qui raconte peut-être une histoire, mais pas seulement un fils. » La présence de Poirot modifia aussitôt l'atmosphère de Longridge Hall. Son calme était étrangement troublant. Il ne s'agitait pas comme un policier ni ne consolait comme un vicaire. Au contraire, il observait, avec attention et silence, tel un homme qui mesure non pas les faits, mais les âmes. Lady Eugenia l'accueillit avec la dignité d'une femme habituée à dominer son monde, même dans l'ombre du chagrin. « Monsieur Poirot, merci d'être venu, dit-elle en désignant le fauteuil en face d'elle. Je crains qu'il y ait quelque chose qui cloche, quelque chose que je ne peux nommer, mais qui flotte dans l'air. » Poirot hocha gravement la tête et s'assit, croisant les jambes avec précision. « Vous avez tout à fait raison, madame. L'air ici est lourd, chargé de ce que les Anglais appellent le non-dit. Mais il ne le restera pas. Nous en parlerons de tout. » Elle esquissa un léger sourire. « J'espère que vous connaissez la situation. J'ai lu ce qui a été envoyé. Votre fils, M. Théodore Montrose, a été retrouvé au pied de l'escalier. Un accident tragique, du moins c'est ce qu'on pourrait croire. Mais ce morceau de tapisserie raconte une toute autre histoire, n'est-ce pas? C'est vrai, dit-elle doucement, même si la gendarmerie hésitait à l'admettre.
Mon fils n'est pas tombé par hasard. Et si c'était le cas, que ferait-il à tirer sur une tapisserie inestimable en mourant? Poirot se pencha en avant, les doigts croisés. C'est précisément ma question, madame. Commençons par le commencement. Qui était présent dans la maison le soir de la mort de M. Montrose? Lady Eugénia prit un moment, fermant brièvement les yeux comme si elle dressait une liste de mémoire. Moi, bien sûr. Et puis il y a Monsieur Chloé Radley, ma nièce. Elle séjourne chez nous pour la saison. Était également présent Monsieur Gilles Adwick, l'avocat et ami de Théodore, et Monsieur Béatrice Dan, une jeune femme proche de Théodore. Et bien sûr le personnel de maison C. Morcombe, le majordome. Madame Tripp, la gouvernante, une femme de chambre nommée Elsie, et la cuisinière. Personne d'autre. Et qui a trouvé le corps? Chloé. Elle descendait de la salle de musique quand elle l'a vu. Elle a crié et a amené les autres. Les moustaches de Poirot frémirent. Alors mademoiselle Chloé. Et elle n'a vu personne d'autre dans le couloir. Pas selon elle, non. Moite. Poirot se leva. Puis-je vous demander de faire une promenade, Lady Eugénia? J'aimerais voir les lieux tels qu'ils étaient, l'escalier, la tapisserie, les positions. Mes petites cellules grises aiment visualiser. Dame Eugénie se leva, d'une démarche majestueuse malgré la raideur de ses membres. Par ici, ils traversèrent un couloir froid bordé de portraits ancestraux, jusqu'à l'aile ouest. L'escalier étroit et raide, tapissé d'un tapis persan usé, aboutissait abruptement à un palier en pierre. La tapisserie, la fuite d'Argus, se dressait au-dessus, immense et finement détaillée, représentant une chasse mythique avec des bêtes stylisées et des chevaliers sans visage. Poirot s'arrêta, les yeux rivés au ciel. « Magnifique !» murmura-t-il. « Quel savoir-faire! Mais l'emplacement est curieux. Ce n'est pas une galerie, c'est un passage. Pourquoi accrocher un trésor ici? C'est Théodore qui a décidé, répondit-elle. Il l'a fait déplacer ici il y a seulement 3 mois. Il a prétendu qu'il était perdu à la bibliothèque. Poirot fronça les sourcils. J'ai déménagé récemment. Curieux. Et ce bout de fil, l'inspecteur Ryland l'a toujours. Je crois que oui. Voudriez-vous lui parler? Mais il est. Plus tard peut-être. D'abord je souhaite parler à la famille. Vous dites que la tapisserie était intacte. À l'œil nu, oui. Mais tu devrais le constater par toi-même. Poirot s'en approcha. Le tissage était serré, les couleurs riches, mais il passa ses doigts près du bord inférieur. Là un léger effilochage, à peine visible, à l'oreille d'une cape de chasseur, comme si un fil avait été tiré, non pas arraché par accident mais saisi. Le fil venait d'ici, dit-il. Et si M. Montrose était tombé, pourquoi sa main se serait-elle levée? Et avec une telle force, il recula. Non, non, madame. Il y a quelque chose qui cloche. Quelque chose est déséquilibré. Poirot se retourna soudain brusque. Commençons les entretiens. Vous dites que Monsieur Radley a été la première à le trouver. Je voudrais lui parler. Ils retournèrent au salon, où Lady Eugénia sonna, et demanda à Morcombe d'appeler sa nièce. Quelques minutes plus tard, Chloé Radley entraçait, une grande jeune femme élancée d'une vingtaine d'années, dont le regard oscillait entre tristesse dramatique et assurance théâtrale. Ses grands yeux gris s'attardèrent sur Poirot avec curiosité. « Monsieur Poirot, » dit-elle en s'enfonçant dans un fauteuil avec une langueur subtile, « comme c'est étrange de vous rencontrer ainsi. J'espérais vous revoir un jour, mais pas dans des circonstances aussi morbides. Mademoiselle, j'espère vous soulager de votre fardeau morbide en comprenant ce qui s'est passé. Vous avez trouvé le corps de votre cousin, n'est-ce pas? Oui. J'étais dans la salle de musique à l'étage. J'ai entendu quelque chose, un bruit sourd, puis le silence. J'ai cru que quelque chose était tombé. Je suis venu voir, et je l'ai vu étendu là en bas de l'escalier. Quelle heure était-il? Un peu après 11 heures. J'étais monté à 10 heures. Je joue du piano quand je n'arrive pas à dormir. Et tu n'as vu personne? Personne. Moteur, vous avez été très calme en donnant l'alerte. Elle rougit légèrement. J'ai crié. Ce n'était pas calme. Moteur, non, mais c'était immédiat. Vous n'avez pas tenté de vous approcher du corps. Non, je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Il avait l'air brisé, Weddier. Poirot l'observa. Et la tapisserie, tu l'as remarqué? Pas à ce moment-là, seulement plus tard, quand la police est arrivée. Je n'ai pas compris l'importance de ça. Le regard de Poirot,
devint pensif. Votre cousin a-t-il déjà exprimé des inquiétudes, des ennemis, des peurs? Il était tendu ces derniers temps. Il s'était disputé avec Béatrice, je crois, et avec M. Hardwick à propos de la succession. Mais Théo se disputait toujours avec quelqu'un. C'était ce genre d'homme. Moiteux. Poirot se leva. Merci, mademoiselle. Vous m'avez été d'une aide précieuse, plus que vous ne le pensez. Elle avait l'air légèrement satisfaite, comme si elle avait réussi un test sans connaître les questions. Poirot se tourna ensuite vers Lady Eugenia. Maintenant, madame, je vais parler aux autres c'est. Monsieur le Dan, monsieur Hardwick, le personnel. Mais je vois déjà ce n'est pas un crime passionnel, ni une violence frénétique. C'est un crime calculé. Et le calcul laisse des traces, oui, mais seulement pour ceux qui réfléchissent correctement. Il s'est tapoté la tempe. Moiteux, l'ordre de l'esprit, toujours. Des pas s'approchèrent du couloir. Poirot se retourna légèrement. Rencontrons les autres. Les pas qui approchaient étaient ceux de Gilles Hardwick. L'homme avait l'air à la fois prospère et constamment mécontenancé, mince et anguleux dans son costume sur mesure, le regard fuyant plutôt que fixe. Il s'arrêta sur le seuil du salon, comme pour jauger la profondeur de l'atmosphère avant d'entrer. « Ah !» dit Poirot en se levant. « Monsieur Hardwick, je suppose, venez, asseyez-vous. Parlons vous et moi. » Moiteux. Hardwick inclina la tête avec raideur. « Vous m'excuserez si je ne vous adresse pas de politesse, monsieur Poirot. Les circonstances sont loin d'être réunies. » « Tout à fait. Je ne suis pas ici pour des plaisanteries, monsieur, seulement pour la vérité. » Poirot désigna une chaise, et Hardwick s'assit, lissant un pli invisible de sa manche. « Vous étiez l'avocat de monsieur Montrose ?» demanda Poirot. Moiteux. « Oui. Et son ami si ça compte. Mais bien sûr, un ami est un miroir, non? On voit mieux un homme à travers ceux qui le connaissent. Alors dis-moi cet homme, Théodore Montrose, que vois-tu ?» Hardwick soupira. Un homme ambitieux mais sans patience. Il voulait que les choses arrivent plus vite qu'elles ne le devraient. Il voulait contrôler la succession, ses investissements, tout. En fait, il se disputait constamment avec les administrateurs, moi y compris. Moiteux. Poirot haussa un sourcil. Ça a dû être gênant. C'était exaspérant, dit Hardwick. Théo n'acceptait jamais les conseils. Il se croyait plus malin que la loi. Il pensait pouvoir déjouer la volonté de son père. Ah, dit doucement Poirot. Il y avait donc un testament en question. En effet, Sir Charles Montrose était claircé. Théodore n'hériterait de la pleine propriété de Langridge Hall qu'à son 30e anniversaire ou après son mariage avec une femme approuvée par les administrateurs. Il avait fêté ses 29 ans le mois dernier. Poirot haussa lentement la tête. Les conditions n'étaient donc pas encore remplies. Fêteux, oui, et il leur en voulait profondément. Les yeux de Poirot se plissèrent, pensifs. Y a-t-il eu une tentative peut-être pour rater l'une de ces conditions? C'est le mariage par exemple. C'est Hardwick hésita un bref instant. C'est possible. Lui et Béatrice Dan étaient devenus proches. Je l'avais prévenu que toute tentative de pression sur les administrateurs se retournerait contre lui. Mais il n'a rien voulu entendre. Poirot se renversa en arrière. Il était donc sur le point de prendre le contrôle, mais pas encore tout à fait à portée de main. Et pourtant il meurt, si près de l'héritage, mais pas assez pour le réclamer. Quel inconvénient! Hardwick ne dit rien. Une dernière question, monsieur. La nuit de sa mort, où étiez-vous? J'étais allé au bureau après le dîner. Je préparais des documents. Lady Eugenia peut confirmer c'est. J'ai quitté le salon à 10 heures et j'y suis resté toute la soirée. Poirot haussa légèrement la tête. Merci, monsieur. Nous pourrons nous reparler. Alors qu'Hardwick partait, Poirot resta un instant immobile, les yeux rivés sur le tapis, perdu dans ses calculs silencieux. Il demanda alors qu'on fasse entrer Béatrice Dan. Béatrice arriva discrètement. Elle avait une présence pâle, presque éthérée, les traits doux, la voix plus basse que prévu. Poirot l'observa assise, une femme habituée à passer inaperçue, et peut-être à l'aise dans ce rôle. Mademoiselle, commença doucement Poirot. Vous étiez proche de monsieur Montrose, m'a-t-on dit. Béatrice haussa la tête. Oui, nous étions ensemble, pas officiellement fiancés, mais c'était en route.
Étais-tu amoureux? Étais-tu amoureux? Étais-tu amoureux? Elle détourna le regard. Je crois, mais avec Théo, c'était toujours incertain. Il pouvait être charmant un instant, et impossible l'instant d'après. Il ne disait pas toujours ce qu'il pensait, ou ne pensait pas toujours ce qu'il disait. Vous a-t-il parlé de l'héritage? Il détestait être dépendant, détestait devoir attendre. Il parlait de notre mariage prochain, mais pas seulement par amour, je crois. Il voulait le domaine, et tu le voulais. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement devant la brutalité de la question. Parfois j'ai cru que oui, mais ces derniers temps, je n'en étais plus si sûr. Il était en train de changer, ou peut-être que c'était moi. Poirot haussa lentement la tête, la roue tournant. Où étiez-vous cette nuit-là, mademoiselle? Dans le petit salon. J'avais mal à la tête. J'ai demandé à Elsie de m'apporter du thé. Après ça, je suis resté seul jusqu'à ce que Chloé hurle. Personne ne t'a vu. Non, admit-elle, mais je n'avais aucune raison de faire du mal à Théo. Quels que soient nos différends, je ne lui ai jamais voulu de mal. Poirot lui adressa un doux sourire. Personne n'a dit que vous l'aviez fait, mademoiselle, mais il faut se renseigner. Il lui lança un regard reconnaissant en partant. À peine la porte était-elle refermée qu'Elsie, la servante, entra, les mains jointes nerveusement, les yeux écarquillés par la connaissance tacite que possède toujours une servante, celle que les autres oublient souvent. Monsieur Poirot, monsieur, fit-elle avec une révérence, vous avez demandé à me parler. Oui, mademoiselle, vous avez apporté du thé à Meseldon le soir de la mort de monsieur Montrose. Oui, monsieur, vers 10h15. Et elle était seule, monsieur, rideau tiré. Elle m'a remercié, mais n'a pas dit grand-chose. Monsieur. Et après ça, monsieur, je suis retourné à la cuisine. Je ne suis parti qu'après avoir entendu Mlle Chloé crier. Puis j'ai couru comme les autres. Poirot pencha la tête. Mademoiselle, une dernière question. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Quelque chose qui vous semblait déplacé? Et ici hésita. Eh bien, oui, monsieur, je l'ai fait. Continuez. Je traversais le couloir ouest plus tôt ce soir-là vers 21h. La tapisserie, elle flottait. Poirot se pencha. De ses fléchirs. De quoi c'est fléchirs? De quoi c'est? C'est justement ça, monsieur. Il n'y a pas de courant d'air dans ce couloir. Aucune fenêtre n'est ouverte. Mais il a bougé, comme si quelqu'un l'avait frôlé. La voix de Poirot était calme. Derrière, oui, monsieur, il y a un panneau derrière la tapisserie. Un ancien passage de domestique, je crois. Tout le monde l'oublie, mais le tissu a bougé. Poirot se leva, le visage rayonnant d'intérêt. Merci, mademoiselle, c'est très éclairant. Elle fit une nouvelle révérence, visiblement incertaine d'avoir aidé ou condamné quelqu'un. Une fois parti, Poirot se tourna vers Lady Eugénia, qui était restée silencieuse pendant tout ce temps. Madame, dit-il doucement, votre maison est très ancienne, n'est-ce pas? Pleine de secrets, peut-être aussi de vérités cachées. Si ce que la servante a vu est exact, alors quelqu'un a utilisé ce passage avant la mort de Théo Montrose. Dame Eugénia se redressa. C'est suggérez-vous que quelqu'un a surgi de derrière la tapisserie, c'est qu'il a été poussé, c'est d'essai fléché. Je ne suggère rien, pour l'instant, mais nous approchons du seuil de la révélation. Le tueur croyait aux ombres, mais moi, madame, je préfère la lumière. Il se tourna vers le couloir, sa voix calme, même si les implications commençaient à se déposer comme de la poussière autour d'eux. Je vais maintenant examiner la tapisserie elle-même, en détail, et ensuite je pense qu'il sera temps de parler au majordome. Poirot remonta le couloir ouest, ses pas précis et posés, chaque échaud sur la pierre suggérant une question en attente de réponse. La faible lumière conférait au lieu une solennité digne d'une cathédrale, et la fuite d'Argus se dressa à nouveau tel un témoin silencieux au-dessus de la cage d'escalier, où Théo Montrose avait trouvé la mort. Cette fois, Poirot examina la tapisserie non pas en connaisseur mais en détective. Il retira ses gants et passa délicatement ses doigts sur le bord, s'arrêtant à l'endroit où le tissu s'était effiloché. Avec précaution,
Il pensa le coin, puis tira, doucement d'abord, puis avec plus d'insistance. La tapisserie bougea, révélant derrière elle non seulement le mur de pierre froid, mais autre chose, c'est une légère couture verticale dans les panneaux, à peine perceptible, sauf pour l'œil le plus attentif. Ah, murmura Poirot, tu essayes de te cacher, mais on te découvre. Voilà, il appuya doucement sur la couture. Un léger clic répondit, le panneau céda, avec un grincement réticent, s'ouvrant sur d'anciens gonds. Derrière lui, l'obscurité s'étendait, un passage étroit, rien de plus qu'un vide sanitaire moisi par le temps et imprégné d'une odeur de poussière longtemps négligée. Il sortit une petite lampe torche de la poche de son manteau, en voyageur averti, et se glissa à l'intérieur. Le passage s'incurvait brusquement et descendait en pente, les murs serrés par des pierres anciennes et des poutres renforcées. Des toiles d'araignée effleuraient ses manches. Après 10 pas prudents, l'espace s'ouvrit légèrement à un carrefour où le sol s'aplanissait, et Poirot s'arrêta là. Une éraflure, boissieux, récent. Quelqu'un s'était arrêté là. Peut-être s'était-il arrêté, peut-être avait-il écouté. Une légère trace de cirage sur la pierre. Poirot s'accroupit, l'examinant attentivement. Pas la servante donc, ni probablement Miss Radley ni Miss Dane. C'était une chaussure d'homme, et à côté de l'éraflure, une légère trace, de la laine encore. Pas un morceau cette fois, mais un fil fin et effiloché. Bleu-or, mon Dieu, murmura Poirot. Le tueur a observé, il a attendu. Et peut-être est-il revenu par ici. Il revint sur ses pas, et réapparut dans le couloir, refermant le panneau derrière lui. Il redressa ses manchettes et effleura son revers de veste. Un crime de discrétion donc, une présence en coulisses, cachée jusqu'au moment fatal. Il descendit l'escalier, et trouva Dame Eugénia, qui l'attendait, toujours majestueuse, les mains jointes sur sa canne. « Vous avez trouvé quelque chose ?» dit-elle non pas comme une question, mais comme une affirmation calme. « Oui, il y a un passage derrière la tapisserie, madame, et quelqu'un l'a utilisé, récemment, quelqu'un qui connaissait bien votre maison. » Elle ne manifesta aucune réaction visible, même si ses jointures se crispèrent légèrement. Il y a beaucoup de choses connues et oubliées à Langridge. Cette maison est comme sa tapisserie, c'est pleine de fils, tous invisibles. Poirot s'inclina brièvement. « Je voudrais maintenant parler à votre majordome, s'il vous plaît. » Morcombe entra quelques minutes plus tard, aussi solennel et digne que jamais. Il se tenait droit comme une colonne, l'air parfaitement neutre. Poirot se leva et le regarda attentivement. « Monsieur Morcombe, pardonnez-moi de vous prendre du temps, mais vous êtes, disons, l'observateur de la maison, n'est-ce pas? Vous voyez ce que les autres ne voient pas. » Morcombe inclina légèrement la tête. « Fais-ce mon devoir, et de voir, monsieur, et de servir. Ah mais parfois, les deux sont contradictoires. Dites-moi, la nuit de la mort de monsieur Montrose, avez-vous observé quelque chose d'inhabituel ?» Morcombe prit une inspiration prudente. Sir Théodore quitta le salon de bonne heure. Il semblait agité, mais pas de bonne humeur. Mademoiselle Radley resta un moment au piano. Monsieur Hardwick passa dans le bureau. Mademoiselle Dane s'excusa. « Rien de remarquable, monsieur. Et pourtant, un homme est mort, dans cette même maison. En effet, monsieur, tragique et déconcertant. Vous avez servi la famille pendant longtemps. 30 ans, monsieur, Mademoiselle Dane. Alors vous connaissiez bien Sir Charles Montrose, Risset. Dites-moi, Sir Charles croyait-il son fils capable de gérer le domaine? » Un silence. Puis, avec précaution, Sir Charles avait des réserves. C'est pourquoi les conditions ont été inscrites dans le testament. Fit, parce qu'il craignait le tempérament de son fils. Non, monsieur, ses attachements. Sir Charles pensait que les décisions personnelles de monsieur Montrose pouvaient être hâtives, mal informées. Poirot laissa le silence s'éterniser. « Vous voulez dire, Miss Dane ?» Morcombe était trop expérimenté pour répondre directement. Sir Charles ne s'est pas exprimé explicitement, mais il était entendu que les administrateurs feraient preuve de discrétion en la matière.
Et vous, monsieur Morcombe, croyez-vous que monsieur Montrose était un homme bien? Morcombe hésita, puis parla avec une dignité grave. Je crois que monsieur Montrose n'était pas encore l'homme qu'il voulait être, mais il n'était pas méchant, monsieur, seulement impatient. Poirot hocha lentement la tête. Une dernière chose, cette maison, elle recèle des secrets, n'est-ce pas? C'est comme le passage derrière la tapisserie. Le visage de Morcombe exprima une expression proche de la surprise, vite masquée. Je suis au courant de son existence. Oui, monsieur. Peu le sont. C'est puis quelqu'un l'a utilisé, connaissant intimement la maison, ou ayant reçu cette connaissance. Et c'est là, monsieur, la clé. Il congédia le majordome d'un signe de tête poli. De nouveau seul, Poirot arpentait lentement la cheminée, l'esprit en ébullition. Chaque interview avait laissé une trace distincte, le détachement posé de Chloé Radley, la défensive maîtrisée de Hardwick, la tristesse teintée de doute de Béatrice Dane, la neutralité prudente de Morcombe, mais aucune n'avait expliqué le passage, aucune ne l'avait admis, ce qui signifiait que quelqu'un mentait. Poirot se tourna à nouveau vers la tapisserie. Cette fois il ne fixait pas le fil déchiré, mais l'image elle-même, la fuite d'Argus, une chasse mythologique, une histoire de trahison, de tromperie, de poursuite. Le tueur laissait-il alors un message? Non, ce n'était pas le style d'un meurtrier qui se faufilait derrière des panneaux secrets. Ce tueur était prudent, calculateur. Mais une autre question se formait dans l'esprit de Poirot, une question qui avait commencé comme un murmure, mais qui frappait maintenant, avec une insistance plus grande. Pourquoi C.O. Montrose était-il allé dans le couloir ouest? Il avait quitté le salon, certes, mais pourquoi faire? Ce n'était pas le chemin vers sa chambre, ni vers le bureau. La salle de musique était au-dessus. Il n'y avait rien là, rien, sauf la tapisserie. Alors avait-il prévu de rencontrer quelqu'un, ou les avait-il suivis? Les yeux de Poirot se rétrécirent. La tapisserie avait été déplacée par Théodore lui-même, quelques mois auparavant, de la bibliothèque, où elle était accrochée depuis des générations. Pourquoi? Par vanité, par impulsion esthétique, ou cachait-elle autre chose? Il prit mentalement note d'inspecter l'envers de la tapisserie, non pas le passage, mais l'envers du tissu lui-même. Si quelque chose y avait été cousu, retiré récemment, c'était peut-être là le véritable motif. Mais avant cela, il lui faudrait parler à une autre personne, quelqu'un qui jusqu'ici avait peu parlé, et avait été ignoré. Chloé Radley. Elle était arrivée sur les lieux presque trop vite, et elle savait que la tapisserie n'était pas importante, avant même que quiconque n'y prête attention. Et plus que cela, elle avait crié, mais avait-elle vu? Poirot jeta un dernier coup d'œil aux escaliers où Théo était tombé. S'il avait été poussé, Chloé n'aurait peut-être pas été la première à voir le corps. Elle a peut-être été la dernière personne à l'avoir vu vivant. Avec une certitude grandissante, il demanda à Miss Radley de le rejoindre une fois de plus. Cette fois dans le petit salon, un espace plus petit et plus intime, loin de la formalité du salon ou des ombres théâtrales du couloir où la mort avait joué son rôle. Chloé entra avec une aisance presque performative, comme si cette deuxième interview était une performance où elle avait déjà répété son rôle. Elle sourit délicatement, respectueusement, et s'installa sur une chaise près de la fenêtre où la lumière encore pâle du ciel nuageux donnait à son teint l'éclat d'un portrait. Poirot resta debout, les mains derrière le dos, l'observant en silence un instant. Puis il parla, doucement. « Mademoiselle Radley, vous avez dit quelque chose de curieux lors de notre conversation précédente. » Elle pencha la tête. « Oh, vous disiez ne pas comprendre l'importance de la tapisserie, alors que personne ne l'avait encore suggéré. » Chloé cligna des yeux, son expression figée un instant. Puis elle haussa les épaules, les yeux rivés vers la fenêtre. « Enfin, je le pensais. Tout le monde la regardait. Et la police s'y intéressait beaucoup, non ?» Poirot hocha lentement la tête et fit quelques pas sur le tapis. « C'est possible. Mais peut-être que l'intérêt est venu après qu'on ait su que Théo Montrose en avait serré un morceau dans sa main. On ne le supposerait pas à moins de savoir, ou d'avoir déjà regardé la tapisserie soi-même. »
Elle ne répondit pas immédiatement. Une légère tension s'était installée dans ses épaules. « J'imagine que j'ai entendu quelqu'un dire quelque chose, dit-elle enfin trop négligemment. Ah, mademoiselle, mais voilà le problème, c'est j'ai parlé à l'inspecteur Ryland. Personne n'a parlé de la tapisserie avant longtemps après l'enlèvement du corps. L'attention s'est portée sur la chute. Ce n'est qu'après la découverte du morceau que la tapisserie a été examinée de près. Elle n'a rien dit. » Poirot s'approcha baissant la voix. « Pardonnez-moi. Je ne parle pas en tant qu'accusateur mais en tant que personne cherchant à comprendre. Vous étiez le premier sur les lieux. Vous avez crié, mais est-ce parce que vous avez vu le corps de votre cousin c'est, ou parce que vous avez vu quelqu'un d'autre partir? » Son regard croisa le sien brusquement. « Sous-entends-tu que je m'en sais été? Et je suggère, mademoiselle, que la vérité est plus délicate que la version que vous avez donnée. Peut-être avez-vous emprunté le couloir, mais pas après un bruit, ni après une chute. Peut-être y étiez-vous déjà, peut-être même caché, comme quelqu'un d'autre derrière la tapisserie. » Les lèvres de Chloé s'entr'ouvrirent légèrement, mais Poirot leva la main pour arrêter sa protestation. « Tu n'étais pas le seul à connaître le passage. Je crois maintenant que Théo le savait aussi. C'est pourquoi il a fait déplacer la tapisserie et tu l'as découverte. Il comptait s'en servir, peut-être pour démasquer quelqu'un, peut-être même pour le confronter. » Un éclair traversa son visage, de l'inquiétude, de la reconnaissance. « Wekezer » Poirot insista. « Mademoiselle Radley, vous aimez les secrets, je crois, mais ils ne restent pas enfouis éternellement. Dites-moi, Théodore Montrose vous faisait-il chanter ?» Le mot résonna comme une pierre jetée dans une eau calme. Le visage de Chloé se durcit, durcit, durcit. « Du chantage, répéta-t-elle, incrédule. C'est absurde, mais ce n'est pas impensable, répondit Poirot calmement. Vous n'êtes pas son parent, simplement une pupille de la famille, sa cousine par alliance. Et pourtant votre présence ici, vos vêtements, vos manières, vos dépenses, suggèrent quelqu'un ayant accès à une fortune qui n'est pas entièrement la sienne. Y avait-il un document peut-être, une lettre, quelque chose vous liant à un scandale ou à une tromperie, quelque chose qui la menaçait de révéler? Elle se leva, parle à présent. Tu n'as pas le droit, mademoiselle, c'est, peut-être, mais j'ai des raisons. Voyez-vous, C.O. Montrose a été vu en train de se disputer, à 2 reprises, avant sa mort. D'abord avec M. Hardwick, puis avec quelqu'un d'autre invisible. Et je crois maintenant que vous étiez la 2e personne. Quelqu'un a aperçu une silhouette féminine près du couloir ouest peu avant le moment fatal. La femme de chambre a supposé qu'il s'agissait de Mademoiselle Dunn, mais Mademoiselle Dunn était dans le petit salon. Vous par contre, c'est, dit Soda Chloé trop vite. Poirot haussa un sourcil. Personne ne l'a dit, mais l'a dit as-tu? Elle détourna le regard puis se laissa retomber sur sa chaise. Sa voix lorsqu'elle revint était plus basse. Il a menacé de me ruiner. Il y avait une lettre, pas à propos de moi, mais de mon père. D'il y a des années, quelque chose de honteux. Théo l'a trouvé parmi de vieux documents juridiques. Il disait qu'elle prouvait que je n'avais pas droit au trust Montrose. Il était furieux. Il a dit qu'il l'apporterait à Lady Eugenia. Il a dit que je n'étais qu'une autre chercheuse d'or prétendant être une prostituée. Poirot hocha lentement la tête. Alors vous l'avez suivi cette nuit-là. Peut-être pour le raisonner, peut-être plus. Je ne l'ai pas tué, répéta-t-elle. Mais maintenant sa voix tremblait. Non, répondit doucement Poirot. Mais vous avez menti, et ce mensonge a obscurci l'enquête. Vous avez vu quelqu'un, n'est-ce pas? Après sa chute, elle leva les yeux vers lui d'un air sévère. Les yeux de Poirot se fixèrent sur les siens. Dis-moi qui tu as vu. Elle déglutit. Je ne sais pas. C'était rapide. J'étais dans le couloir. J'étais venu pour l'affronter. Oui, mais c'était trop tard. J'ai entendu la bagarre. J'ai couru en avant, et quelqu'un disparaissait déjà dans l'ombre, à travers la tapisserie. Je n'ai pas vu son visage. Seulement, elle hésita. Un parfum, comme la fumée de pipe, mais en plus doux, exotique. Les yeux de Poirot se rétrécirent légèrement. Tu ne l'as dit à personne. Qu'étais-je censé dire? Que j'étais en train de rôder, et que j'avais vu quelqu'un disparaître dans un mur. Poirot poussa un léger soupir.
Mademoiselle, la vérité est comme un fil dans une tapisserie. On tire dessus et tout bascule. Elle baissa les yeux sur ses mains, jointes sur ses genoux, pâle et immobile. Vous ne le direz pas à Dame Eugénia, je ne peux pas le promettre, mais vous m'avez aidé, peut-être plus que vous ne le pensez. Poirot s'éloigna, l'esprit déjà en ébullition, de la fumée de pipe. Douce, pas de cigare, pas de cigarette, une seule personne à Longridge Hall fumait la pipe turque, Gilles Hardwick, le notaire. Cela avait semblé presque trop commode. Ses querelles d'héritage, son accès aux documents, ses motivations ancrées dans le contrôle. Mais maintenant l'ombre du soupçon s'était épaissie. Hardwick avait dit à Poirot qu'il était seul dans le bureau. Personne n'avait pu le vérifier. Et il avait menti, tout aussi sûrement que Chloé. Poirot retourna dans le couloir, son regard errant vers la tapisserie. Mais cette fois il ne regardait ni la chasse, ni le panneau secret. Il imaginait un homme se faufilant dans le passage, invisible, ganté, prudent, attendant derrière le tissu, sachant précisément où se tenir, sachant précisément quand frapper. Et ici cela était vrai. Alors Gilles Hardwick n'avait pas simplement tué C.O. Montrose. Il avait mis en scène une chute sous une scène d'art, et il avait fait soupçonner Poirot, pour dissimuler un crime bien plus ancien. Poirot se tenait sur le seuil du salon, le feu projetant des ombres lentes sur les murs. Il n'entra pas, il emprunta le couloir en direction du bureau. Les révélations avaient un rythme, et celles-ci exigeaient de la précision, pas seulement des accusations, mais un démêlage minutieux de chaque mensonge jusqu'à ce que la vérité soit dépouillée de son camouflage. La porte du bureau était entr'ouverte. Gilles Hardwick était assis au grand bureau en chêne, fouillant dans une boîte de vieux papiers. Dès qu'il aperçut Poirot, il referma le couvercle d'un geste lent et régulier. « Monsieur Poirot, dit-il d'une voix assurée, êtes-vous venu pour en savoir plus sur moi ?»« Cela, en quelque sorte si, répondit Poirot en entrant. Il laissa la porte se refermer derrière lui avec un léger clic. « Vous m'avez dit, monsieur, que vous étiez ici, seul depuis 10 heures, que personne ne vous avait vu. »« C'est exact, mon escou. »« Alors pardonnez-moi cette remarque, dit doucement Poirot, mais il semble que vous ayez choisi un lieu commodément privé, un lieu que personne ne pouvait vérifier. Curieux, n'est-ce pas, que chacune de vos réponses ait été conçue pour affirmer votre innocence sans en apporter la preuve. Faites-vous m'accuser, monsieur Poirot? Faites-vous m'accuser, monsieur Poirot? Je n'accuse personne. Pas encore. » La voix de Poirot était douce et mesurée. « Mais je commence à discerner des schémas. Voyez-vous, monsieur, vous êtes le seul ici à fumer un mélange turc. Une pipe, n'est-ce pas, monsieur? Entry un pi, kitties, igne, monsieur va, puis à qui ça? Puis, et alors c'est, fille, et alors c'est, monsieur va, et monsieur va, pitié. Une odeur a été perçue, faible, mais mémorable. Elle persistait près de la tapisserie après le décès. De tels mélanges ne disparaissent pas si vite. On pourrait bien sûr arguer qu'un autre invité a pris cette habitude. Mais alors pourquoi mentir sur sa présence ici? Pourquoi dissimuler ses mouvements avec autant de précision? Monsieur va, je ne les ai pas cachés, dit Hardwick d'un ton neutre. Je n'avais tout simplement aucune raison d'être ailleurs. Alors parlons de raison, de mobile. Je te l'ai déjà dit, Théo et moi avons eu des disputes, mais elles n'étaient pas sérieuses. Moi c'était très sérieux, le genre de choses qui se terminent par une trahison, voire un chantage. Vous aviez accès à des documents que Théo ignorait, jusqu'à récemment, puis il découvre quelque chose d'accablant, peut-être pas directement à votre sujet, mais suffisamment pour compromettre votre position auprès de Dame Eugénia. Ou des administrateurs. Tu devines. Le ton de Poirot se calma. Je ne devine jamais. J'observe. Voyez-vous, monsieur, vous étiez l'exécuteur testamentaire de Sir Charles Montrose, un poste à haute responsabilité, et une opportunité exceptionnelle. Si certains fonds n'étaient pas comptabilisés, ou si des actifs étaient dissimulés et détournés, vous le sauriez. Les yeux de Hardwick se plissèrent. C'est une accusation très grave.
Et ce n'est pas une chose que je fais à la légère, dit Poirot. Mais il faut être rigoureux. Théo Montrose approchait de l'âge d'hériter. Il avait commencé, je crois, à remettre en question certains arrangements. Peut-être avait-il découvert une contradiction. Peut-être avait-il l'intention de vous affronter, ou pire, de vous dénoncer. Ce soir-là, il quitta le salon, non pas sous le coup de la colère mais avec détermination. Fut dit qu'il a trouvé quelque chose dans les dossiers juridiques. Et ou était sur le point de le faire. Et il l'a peut-être même caché, derrière la tapisserie peut-être, par sécurité, ou comme moyen de pression. Et quel meilleur endroit c'est, une relique spectaculaire chargée d'histoire, récemment déplacée, mais masquant aussi un passage secret. Monsieur le Poirot s'approcha du bureau. Cela vous dérange, monsieur Fay? On tria, monsieur le Fa. Poirot souleva le couvercle de la boîte qu'il avait vue plus tôt. À l'intérieur se trouvaient des dossiers, vieux, jaunis, reliés par un ruban délavé. Près du fond, Poirot trouva une enveloppe portant une écriture inconnue. Puis-je, demanda-t-il, mais il n'attendit pas la permission. Il l'ouvrit et en sortit une feuille pliée. Ses yeux la parcoururent. Son expression ne trahit rien. Puis il le glissa dans sa poche. Le ton de Hardwick devint froid. Tu as pris ta décision, n'est-ce pas? Poirot le regarda attentivement. Non, mais je commence à comprendre la cohérence de l'histoire. La tapisserie, monsieur, ce n'était pas simplement une cachette, c'était un symbole. Théo avait prévu de révéler quelque chose, de décortiquer les couches, de forcer la vérité à éclater au grand jour. Mais quelqu'un a frappé le premier. Et tu penses que c'était moi, monsieur là? Je pense, dit Poirot, que vous en aviez les moyens, l'opportunité. Et maintenant de plus en plus le mobile. Les poings d'Hardwick se serrèrent brièvement puis se relâchèrent. C'est un jeu dangereux, Poirot, seulement à des énigmes. Et celle-ci, je crois, est presque terminée. Poirot se retourna et quitta le bureau sans un mot, l'enveloppe toujours bien en sécurité dans la poche de son manteau. Il s'avança d'un pas décidé dans le couloir, une fois de plus vers la tapisserie. Cette fois, il n'hésita pas. Il passa derrière une torche à la main et commença à inspecter les lattes de bois du mur du couloir. Là, une petite niche fraîchement remaniée. La poussière avait été balayée. Il y plongea la main. Ce qu'il en sortit n'était pas une lettre mais un carnet petit, relié en cuir marron, le fermoir brisé. À l'intérieur se trouvaient des pages remplies de l'écriture anguleuse de Théo Montrose. Note, observation, stat. Et au centre une série d'entrées décrivant les paiements, les retraits et les irrégularités. Des noms. L'un d'eux, Gilles Hardwick, mais Poirot son opus à de fil conducteur. Le plan n'avait pas seulement consisté à faire taire Théo, mais à faire croire que le jeune homme était mort accidentellement. Une glissade, une chute tragique. Mais la méthode, attendre derrière la tapisserie, frapper vite, disparaître dans le mur, révéler un esprit non pas mu par la rage mais par le calcul. Poirot recula dans le couloir et laissa la tapisserie se refermer derrière lui. Il ne restait plus qu'une étape à franchir. Il allait maintenant convoquer tout le monde au salon, chaque suspect, chaque témoin, chaque fil enfin rassemblé. Et puis il révélerait ce que seule la tapisserie avait vraiment vu. Le feu brûlait doucement dans l'âtre, projetant de longues traînées ambrées sur le parquet. Lady Eugénia était assise à son poste habituel, droite et froide. Béatrice d'un pâle et réservée gardait le regard baissé. Chloé Radley était perchée au bord de son siège, une lueur d'anxiété dansant dans ses yeux. Gilles Hardwick se tenait près de la cheminée, les mains jointes dans le dos, l'expression indéchiffrable. Poirot se tenait devant eux, serein dans sa posture mais électrique de détermination. « Mesdames, messieurs, commença-t-il, je vous remercie de votre patience. Vous avez tous vécu dans l'incertitude ces derniers jours, et je vous demande encore un peu d'indulgence, car le moment est venu de m'expliquer. » Il se déplaça vers le centre de la pièce, où la lumière du feu toucha son visage, illuminant la précision de ses traits et l'intensité de son regard. « Quand Théodore Montrose est mort, dit doucement Poirot, on nous a fait croire qu'il s'agissait d'un accident.
Une chute, rien de plus. Mais aussitôt il y avait des fils qui ne correspondaient pas au tissage. Un morceau de tapisserie dans sa main, un couloir rarement utilisé, une maison qui cache plus qu'elle ne révèle. Il s'arrêta, laissant la pièce se calmer. Chacun de vous, à votre manière, a apporté des éléments. Mademoiselle Radley, votre peur. Mademoiselle Dan, vos doutes. Monsieur Hardwick, votre empressement à paraître impartial. Lady Eugenia, votre intuition que quelque chose clochait terriblement. Et puis, bien sûr, la tapisserie. Il se tourna légèrement, regardant vers le couloir au-delà. La tapisserie a été déplacée par Monsieur Montrose lui-même peu avant sa mort. Cela semblait être un caprice, jusqu'à ce que je découvre ce qui se cachait derrière un panneau caché, menant à un passage étroit. Un passage d'où l'on pouvait observer et attendre et, le moment venu, émerger pour frapper. Ce passage avait été utilisé, récemment, et pas qu'une seule fois. Béatrice leva enfin les yeux écarquillés. Chloé remua sur son siège. Poirot poursuivit. Le meurtrier n'a pas agi par précipitation. Non, c'était un acte calculé et délibéré. Taylor Montrose, je le crois maintenant, avait découvert quelque chose. Une vérité suffisamment dangereuse pour menacer quelqu'un ici. Il a découvert des incohérences, des traces de manipulation financière, de détournement de fonds de la succession, commis par un homme chargé de les protéger. Un homme qui avait tout à perdre si ces traces étaient révélées. Il tourna son regard vers Gilles Hardwick. Vous, monsieur. Et Hardwick ne broncha pas, mais sa mâchoire se serra légèrement. Vous étiez l'exécuteur testamentaire de Sir Charles. Vous aviez le contrôle des documents légaux, mais vous étiez aussi sous pression. Je soupçonne que vous détourniez des fonds depuis un certain temps, peut-être un peu au début, mais lorsque M. Montrose a commencé à avoir des soupçons, peut-être même à vous confronter, vous avez compris que la partie était terminée, à moins qu'il ne parvienne à se taire. Ce ne sont que des spéculations, dit Hardwick froidement. Non, c'est de la déduction, répondit Poirot en sortant un mince carnet de sa poche et en le posant délicatement sur la table. Le journal de Théo Montrose, caché dans le mur derrière la tapisserie. Note. Non. Calcul. Il avait tout trouvé. Et vous le saviez. La nuit de sa mort, vous nous avez dit être seul dans le bureau. Mais c'est un mensonge. Mademoiselle Radley a vu quelqu'un disparaître derrière la tapisserie quelques instants avant de trouver le corps. Chloé fit un léger signe de tête, sans regarder Hardwick. L'odeur dont elle se souvenait du tabac à pipe turque. Votre tabac. Personne d'autre ici n'en fume. Le visage de Hardwick resta figé. Fait circonstance. Fait c'est toi. Poirot secoua la tête. Non, monsieur. C'est plus que ça. Vous avez bien choisi votre moment. Vous saviez que le couloir serait vide. Vous avez attendu derrière la tapisserie. Vous l'avez frappé, probablement avec une main gantée pour éviter les marques, et lui avez donné une dernière poussée. Mais il a résisté. Il s'est agrippé à la tapisserie. Un fil s'est détaché, et son corps est tombé sur le sol en pierre. Poirot s'avança, sa voix calme mais résolue. Tu as fui dans le couloir et émergé dans le bureau, où tu t'étais installé pour la soirée. Mais tu as oublié une chose, le carnet. Tu pensais l'avoir récupéré plus tôt dans la journée. Mais Théo l'avait caché ailleurs. Dans ta panique, tu as oublié la deuxième cachette. Pour la première fois, une lueur de peur traversa le visage de Hardwick. Elle disparut rapidement, mais Poirot l'avait perçue. La voix de Lady Eugenia rompit le silence. Est-ce vrai, monsieur Hardwick? Est-ce? Hardwick ne répondit pas. Poirot ne lui laissa aucun répit. Vous pensiez protéger votre réputation, votre position, mais vous avez commis un meurtre, monsieur, et vous avez tenté de le parer du mauvais sort. Béatrice émit un léger son, mi-halètement, mi-soupir. Chloé se couvrit la bouche. Je n'avoue rien, dit Hardwick doucement. Poirot hocha la tête. C'est pas nécessaire. Le carnet parle, la tapisserie parle, même le couloir, monsieur, résonne de votre culpabilité. Lady Eugenia se leva lentement, et tous se tournèrent vers elle. Elle regarda Hardwick avec un détachement royal, comme si elle voyait un étranger vêtu des vêtements d'un homme en qui elle avait eu autrefois confiance. Je t'ai confié tout, dit-elle à voix basse, la mémoire de mon mari, l'avenir de mon fils.
Je n'ai jamais eu l'intention de commencer Hardwick. Non, rétorqua sèchement Poirot. Vous vouliez seulement éviter d'être démasqué. Mais vous y êtes parvenu en tuant un homme qui n'avait pas encore vécu la moitié de sa vie. Voilà, monsieur, la vérité. Le silence qui suivit fut long, lourd et définitif. Poirot se tourna vers Lady Eugenia. J'ai déjà téléphoné à l'inspecteur Ryland. Il est en route. Je crois que l'affaire, comme on dit, est close. Lady Eugenia fit un léger signe de tête. Là, c'est ce récit une fois de plus. Poirot s'approcha du feu, le contemplant au plus profond. Chloé se leva, puis hésita. Monsieur Poirot, puis-je vous demander, que serait-il arrivé si j'avais dit la vérité plus tôt? Poirot la regarda avec bienveillance. Alors la vérité serait arrivée plus tôt. Mais elle est arrivée, mademoiselle, et c'est ce qui compte. Béatrice, silencieuse jusque-là, s'approcha de lui. Et le domaine, cela se, dit doucement Poirot, fait relève de la compétence des administrateurs. Mais je soupçonne monsieur Montrose d'avoir laissé suffisamment de preuves écrites pour garantir leur conservation. Il regarda une fois de plus autour de la pièce, où tous les visages avaient changé, soulagé, choqué, épuisé, et poussa un soupir silencieux. Un homme s'est caché derrière une tapisserie pour commettre un crime, mais c'est une tapisserie qui l'a révélé. Voyez-vous, c'est toujours ainsi, mes amis. Les fils de la vérité sont fragiles, certes, mais ils tiennent, mais et sur ce Poirot se détourna du feu, et entra dans le couloir, où il ne restait plus aucun secret. ChatGPT vous dit, les chaussures cirées de Poirot claquaient doucement sur le sol de marbre tandis qu'il avançait dans le couloir, sa silhouette s'éloignant de la chaleur vacillante du salon, pour s'évanouir dans le silence plus frais des ossements de pierre de Longridge Hall. Derrière lui, le résidu de la révélation flottait encore dans l'air comme une poussière agitée. Un homme avait été démasqué, et pourtant, la démarche de Poirot ne contenait aucun triomphe. Il y avait de la satisfaction, certes, mais aussi quelque chose de plus pensif, teinté de malaise. Il avait perçu la culpabilité, mais avait-il tout vu? Au pied du grand escalier, Dame Eugenia le rejoignit. Elle se déplaçait avec une sérénité qui dissimulait le poids qu'elle portait. Sa voix était basse, presque trop faible pour l'acoustique caverneuse de la salle. Monsieur Poirot, dit-elle, je voulais vous remercier, et aussi vous demander, si justice a été rendue, pourquoi avez-vous encore l'air d'avoir un problème? Poirot marqua une pause et se tourna vers elle. La lumière zénithale éclairait son profil, projetant de profondes ombres sous ses yeux, et la ligne rigide de sa moustache. Madame, dit-il doucement, la justice est peut-être satisfaite, mais l'ordre, il est encore légèrement déséquilibré. Je me pose une dernière question. Non pas qui a fait ça, nous l'avons, mais pourquoi maintenant? Dame Eugenia hoqua légèrement la tête, perplexe. Je ne vous comprends pas. Giles Hardwick détournait des fonds depuis un certain temps, semble-t-il. De telles choses ne se produisent pas du jour au lendemain. Mais ce n'est que maintenant, quelques mois seulement avant le transfert intégral de la succession à monsieur Montrose, qu'il a agi en désespoir de cause. Il n'a pas paniqué il y a des années, ni même l'été dernier. Seulement maintenant. Alors qu'est-ce qui a changé ce? Dame Eugenia était silencieuse, pensive. Je pense, poursuivit Poirot, que monsieur Montrose a dû découvrir quelque chose de nouveau. Pas seulement sur les finances, mais peut-être sur quel cas. Elle se redressa. Tu crois qu'il y a autre chose? Je crois que Théo avait l'intention de faire plus que simplement affronter Hardwick. Il voulait changer de position, assumer son contrôle non seulement sur le domaine, mais aussi sur son histoire. Il a trouvé une lettre, non? Oui, admit-elle, parmi les papiers de surcharge. Théo m'a interrogé à ce sujet, il y a 3 semaines. Il a dit qu'il n'était pas signé, mais clairement accablant. Il n'a pas voulu dire ce qu'il contenait. Les yeux de Poirot brillèrent. Tu l'as lu? Je ne l'ai jamais vu, et tu n'as pas pensé à demander. Elle baissa brièvement les yeux. M'en dit Finmary. Ce n'était pas un homme sans ombre.
Il y a des choses que je choisis de ne pas examiner de trop près. Mon défunt. Oui. C'est le fléau des vieilles maisons, madame. Pas les courants d'air, mais les silences. Il se tourna légèrement, jetant un coup d'œil vers l'escalier. Le couloir ouest l'attendait au-dessus, immobile et aveugle. « J'aimerais voir le bureau de feu Sir Charles, dit-il doucement. Seul si vous le permettez. » Lady Eugénia lui fit un signe de tête lent et solennel. Il monta l'escalier et traversa le palier avec la grâce mesurée d'un homme qui n'écoute pas seulement ses pas. Le bureau n'avait guère été fréquenté depuis la mort de Sir Charles, 2 ans plus tôt. La lourde porte s'ouvrit avec un grognement réticent, et la pièce accueillit Poirot avec son parfum de vieux papier, de cuir et de temps. Il ferma la porte derrière lui. La pièce était immense et remplie de livres seuls, registres, journaux, ouvrages sur l'agriculture, la politique et l'art. Les Monrose avaient été bien des choses au fil des générations, mais la modestie n'en faisait pas partie. Poirot se dirigea vers l'immense bureau. Il examina les tiroirs méthodiquement. De Coulommiers se vissait. Il ne cherchait pas à l'aveuglette, mais avec l'instinct de quelqu'un qui comprend la logique humaine. Deuxième tiroir, à gauche, verrouillé. Il sortit un outil fin de sa poche, et avec délicatesse, tourna le loquet. À l'intérieur une liasse de vieilles lettres, attachées, cachetées, certaines jaunies par le temps, et puis un article plus récent et familier. Il la déplia. L'écriture était indubitable, celle de C.O. Monrose, mais ce n'était pas une entrée de journal. C'était une lettre adressée simplement Seria Pierrote la Misantoazino requie Samoteda, de chez Empuroye, de Coulommiers de Coulommiers Pierrote la Misantoadia. Je ne fais pas confiance à Hardwick. J'ai trouvé des preuves dans les registres, c'est des détournements, des altérations, des dates qui ne concordent pas. Mais plus troublant encore, j'ai trouvé une correspondance entre mon père et une personne anonyme, des références à la fiducie, à vous, à une condition posée à votre admissibilité. Je crois qu'Hardwick a contribué à sa rédaction, non pas légalement, mais personnellement. Il y a de l'amertume dans le ton. S'il m'arrive quelque chose, trouvez le passage. Derrière la fuite d'Argus, j'ai laissé le carnet là. Et Béatrice, s'ils disent que je suis tombé, sachez que non. J'ai été poussé, la signature était ferme, sans fioriture, juste c'était osé. Poirot reste assis immobile pendant un long moment. Voilà donc le fil conducteur. Théo n'avait pas seulement découvert un détournement de fonds, il avait mis au jour une manipulation. La condition posée à son héritage, la clause de mariage, n'était pas un acte de prudence successorale. C'était une ingérence personnelle destinée à tenir Béatrice à l'écart de l'avenir de la famille. Pourquoi? Parce que quelqu'un la craignait, ou lui en voulait. L'esprit de Poirot retraça les entretiens et visages. Chloé le savait. Elle avait dit que Théo et Béatrice s'étaient rapprochés, trop proches au goût d'Hardwick, peut-être même au goût de Lady Eugénia, non pas elle. Elle n'avait jamais dit du mal de Béatrice. Mais Gilles, Elsace, il se leva brusquement, plia la lettre et la glissa dans sa poche de poitrine. Il descendit rapidement l'escalier, traversa le couloir tapissé et entra dans le salon, où Béatrice était assise seule maintenant près de la fenêtre froide. Elle leva les yeux. « Monsieur Poirot, j'ai quelque chose, dit-il doucement, et il lui tendit la lettre. Elle le prit avec des doigts hésitants. En lisant, son souffle se coupa. Sa main se porta à sa bouche. Il le savait, murmura-t-elle. Oui, et il voulait que tu saches qu'il te faisait confiance même dans la mort. Ses yeux se remplirent et elle hocha la tête une fois fort. Mademoiselle Dan, dit doucement Poirot, vous étiez plus que sa future épouse, vous étiez sa confidente, et il craignait la maison qui l'entourait plus que la chute. Le regard de Béatrice se posa sur le sien. Est-ce que ça va changer quelque chose? Poirot parlait à voix basse. Cela ne le ramènera pas, mais cela mettra fin à ce qu'il a commencé. Et c'est, je crois, ce qui se rapproche le plus de la justice que nous puissions offrir. Elle plia la lettre avec soin, révérence et la serra contre sa poitrine. Poirot se leva et regarda une fois de plus autour de lui dans la salle du matin, la plus silencieuse de la maison, et peut-être celle où les vérités les plus fortes attendaient.
Dehors par la fenêtre, il vit enfin arriver la voiture de l'inspecteur Ryland, ses phares attrapant la brume qui s'enroulait le long de l'allée. Poirot se tourna vers Béatrice. « Venez, mademoiselle, il est temps. » Béatrice marchait silencieusement aux côtés de Poirot tandis qu'il traversait le couloir de marbre pour rejoindre le salon. Ses mains tremblaient, mais ses pas ne fléchissaient pas. La lettre était serrée dans l'une d'elles, toujours pliée, comme si la tenir pouvait maintenir la voix de Théo proche, attaché au monde qu'il avait quitté. Le pas de Poirot était régulier, presque cérémoniel désormais. Le poids de la vérité avait basculé, non plus seulement une question de culpabilité mais de justice, d'intégrité et de réparation. Ils entrèrent dans le salon au moment même où l'inspecteur Ryland entrait par le couloir d'en face, ôtant son chapeau d'un geste brusque. Son uniforme était humide de brume, et il paraissait essoufflé mais pas détendu. « Poirot, dit-il, vous nous avez convoqués pour clore l'affaire. » Poirot inclina la tête. « Oui, inspecteur. Mais je crains que ce que nous avons découvert ne soit pas seulement un meurtre. C'est quelque chose de plus profond comme la pourriture derrière le bois poli. » Ryland jeta un coup d'œil autour de lui. Lady Eugenia se tenait près de la cheminée, les bras croisés. Chloé s'attardait derrière une chaise à moitié cachée, les yeux rivés sur Béatrice qui évitait complètement de la regarder. Morcombe, le majordome, entra discrètement et prit sa place habituelle près de la porte, le visage fermé et indéchiffrable comme un coffre. Poirot fit un geste vers le cercle de chaises et une fois que tout le monde fut assis, ou du moins installé dans leurs positions respectives, il recommença son ton égal délibéré. Revenons brièvement sur ce que nous savons. Monsieur Gilles Hardwick, il fit un signe de tête vers l'homme qui se tenait maintenant près de la fenêtre, l'air prudent. Veut a été appréhendé pour le meurtre de Théodore Montrose. Cela ne fait plus aucun doute. Le mobile, comme nous l'avons vu, était de dissimuler des malversations financières de longue date. Monsieur Hardwick avait manipulé des fonds de succession à des fins personnelles. Lorsque Monsieur Montrose a commencé à découvrir cela, ses jours étaient comptés. Ryland hocha la tête. Et la preuve c'est, le carnet dont tu parlais c'est concluant, confirma Poirot, tout comme le témoignage de Mlle Radley sur ce qu'elle a vu ou plutôt entendu et senti, sur les lieux, le tabac à pipe turc, le léger bruissement de quelqu'un disparaissant derrière la tapisserie, et les empreintes digitales de M. Hardwick partiellement relevées sur un petit panneau derrière la tapisserie. Un murmure parcourut la pièce. Chloé baissa les yeux. Lady Eugenia ne dit rien, mais, poursuivit Poirot en levant un doigt, il y avait plus, car la tapisserie ne dissimulait pas seulement les moyens du meurtre, elle dissimulait la vérité découverte par M. Montrose, et cette vérité ne se limite pas au détournement de fonds. Il se tourna vers Lady Eugenia, la voix plus douce. Madame Théo était récemment tombée sur une lettre adressée à Mlle Dan, mais destinée à lui servir de garantie en cas de malheur. Il y exprimait ses soupçons croissants quant à la condition de mariage imposée à son héritage qui ne relevait pas d'une simple planification successorale prudente. Il soupçonnait qu'elle avait été manipulée par M. Hardwick pour empêcher Béatrice de faire officiellement partie de la famille. Béatrice, assise tranquillement à côté de Poirot, gardait les yeux baissés. Le visage de Lady Eugenia changea pour la première fois, non pas en signe d'indignation mais plutôt en signe de regret naissant. « Cette clause, murmura-t-elle, Charles et moi nous sommes disputés à ce sujet. Il a insisté disant qu'il valait mieux éviter de se précipiter, mais je n'ai jamais compris pourquoi il était si précis. » Poirot hocha la tête. « Je crois qu'il a été influencé, ou peut-être trompé. Si Hardwick avait des doutes sur le passé de Béatrice, financier, social ou autre, il a peut-être utilisé sa position juridique pour persuader Sir Charles subtilement mais efficacement. Après tout, un avocat a une grande influence sur la formulation des choses, non? » Hardwick resta silencieux mais ses yeux s'étaient rétrécis, sombres et vitreux. Son masque de froide civilité commençait à se fissurer. Poirot jeta un coup d'œil à Ryland. « Inspecteur, je pense que les divergences dans le registre et les communications privées corroborent cette affirmation. Bien sûr, cette question dépasse mes compétences, mais je suggère que les administrateurs réexaminent la légalité et l'intégrité de ces clauses. » Ryland, qui prenait déjà des notes, fit un bref signe de tête. Poirot se tourna ensuite vers Béatrice d'un ton plus doux. « Mademoiselle, vous n'étiez pas seulement une victime de ce complot, vous le menaciez. Théo souhaitait vous épouser. »
pour construire un avenir. Mais s'il l'avait fait, les conditions de l'héritage auraient été remplies, et les méfaits de Hardwick auraient été examinés de près. Ce n'est pas un hasard si dès que votre relation est devenue sérieuse, M. Hardwick s'est opposé à lui. Béatrice hocha lentement la tête d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il m'a prévenu, Théo. Il a dit qu'il se sentait surveillé, piégé. Dame Eugénia détourna le regard, son sang-froid s'effritant. J'aurais dû le voir, j'aurais dû poser plus de questions. Non, madame, dit doucement Poirot, vous avez fait confiance, et la confiance donnée de bonne foi n'est pas une faute, mais maintenant vous devez agir avec clarté. Il est encore temps d'honorer les intentions de votre fils. Elle se tourna vers Béatrice. Le silence entre elles s'éternisa tendu et incertain jusqu'à ce que Dame Eugénia prenne enfin la parole. Si Théo te faisait confiance, c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Je suis désolé, ma chère, je ne l'ai pas protégé comme j'aurais dû. Béatrice cligna rapidement des yeux, hocha simplement la tête. Poirot se redressa. Et voilà, mes amis, la vérité ultime derrière cette tragédie. Un homme a été assassiné non seulement pour protéger des fonds volés, mais aussi pour préserver un mensonge sur qui méritait cette maison et son avenir. Mais la maison, semble-t-il, a commencé à parler. Ryland s'approcha en s'éclaircissant la gorge. J'accompagnerai messieurs Hardwick dans le Warwickshire pour qu'il soit officiellement inculpé. Hardwick ne résista pas, tandis que Ryland posait fermement sa main sur son épaule et l'entraînait hors de la pièce. Il jeta un dernier regard en arrière, non pas à Lady Eugénia, ni à Poirot mais à Béatrice, et tout ce qu'il avait voulu exprimer, regret, haine, résignation, s'évanouit lorsque la porte se referma derrière eux. Pendant un long moment personne ne bougea, puis Poirot se retourna et récupéra son chapeau sur le buffet. Il l'effleura de ses doigts gantés. Lady Eugénia s'avança vers lui d'une voix douce. « Monsieur Poirot, je ne sais comment vous remercier. Ce n'est pas nécessaire, madame. Je ne sers que la vérité. Et quand on écoute attentivement, elle raconte toujours son histoire. » Chloé, attardée sur le seuil, demanda doucement. « Voulez-vous rester dormir, monsieur Poirot, ou repartez-vous pour une autre énigme ?» Poirot sourit faiblement. « Ah, mademoiselle, un bon feu et un fauteuil tranquille sont toujours tentants, mais ces petites cellules grises ne permettent pas un non-repos. Et puis je crois que l'Hungry Joe n'aura plus besoin de détective. Il ne lui faudra que du temps. » Il se tourna vers Béatrice. « Vous avez du courage, mademoiselle, et maintenant de la clarté. C'est une combinaison puissante. » Elle réussit à esquisser un petit sourire, le premier qui semblait spontané. Poirot inclina son chapeau et sur ces mots, il franchit la porte, le léger craquement résonnant faiblement derrière lui. Dehors, le brouillard s'était dissipé. L'air était vif mais pas âcre, le ciel pâle s'étendait au-dessus des arbres et au loin, un oiseau solitaire chantait, une note portée haute au-dessus de la tapisserie de l'aube. Le froid qui régnait à l'extérieur de l'Hungry Joe s'accrochait au manteau de Poirot lorsqu'il franchit les lourdes portes, mais il ne le pénétra pas. La chaleur de la résolution brûlait faiblement en lui, constante et méritée. Une voiture attendait au bord de l'allée de gravier, son conducteur se tenant à côté, dans une attente silencieuse. Pourtant Poirot ne s'avança pas immédiatement vers elle. Il s'arrêta, reportant son regard sur la maison, une silhouette d'une grâce solennelle se détachant sur la brume qui s'éclaircissait, dont les fenêtres observaient désormais au lieu de se cacher. Il resta là un long moment, laissant ses pensées se poser. Il régnait toujours un silence particulier, après que justice ait été rendue, non pas le rugissement du triomphe mais le silence de la compréhension, comme si l'âme de la maison elle-même avait expiré. Derrière lui la porte s'ouvrit à nouveau en grinçant. Poirot ne se retourna pas, il connaissait les pas. Lady Eugénia vint se placer à côté de lui, sa posture aussi droite que jamais, bien que sa voix lorsqu'elle parlait, fut adoucie par quelque chose de moins fragile que l'orgueil. Il aimait cette maison, dit-elle, à sa manière, mais il a toujours été différent de son père, moins obéissant, moins stratège. Poirot ne répondit pas immédiatement, il attendit, laissant le silence faire son œuvre. Je ne crois pas l'avoir jamais vraiment connu, dit-elle finalement, pas complètement, peut-être que je le croyais, mais il gardait des parties de lui-même cachées. La voix de Poirot lorsqu'elle se fit entendre était calme, c'est souvent le cas de ceux qui observent les autres. Ils apprennent à garder leur propre vérité pour eux. J'aurais dû lire la lettre, poser plus de questions, faire moins confiance à l'héritage et davantage au jugement.
Elle le regarda. Tu crois que ça aurait changé quelque chose? Il la regarda dans les yeux. Peut-être pas, ou peut-être que cela lui aurait épargné la solitude à la fin. Mais ce qui compte, madame, c'est ce que vous faites de la vérité maintenant, pas ce que vous avez omis de faire auparavant. Elle hoquessa lentement la tête. Béatrice, elle l'aimait. Je le vois maintenant, et il lui faisait clairement confiance. Elle aura besoin de soutien, dit doucement Poirot. Pas de protection, de soutien. Il y a une différence et une différence qui compte. Je comprends. Sa voix trembla, mais seulement brièvement. J'ai l'intention de parler aux administrateurs, revoir la clause d'héritage, supprimer les restrictions. J'aurais dû le faire plus tôt. Tu le fais maintenant. Ça suffit. Un autre silence passa entre eux, celui-ci moins pesant, puis Dame Eugénia recula. Ce ne voulez-vous pas rester pour la nuit? C'est la route jusqu'à la gare est longue. Poirot esquissa un léger sourire. Merci madame, mais non, j'ai d'autres affaires qui m'attendent. Il faut que je reste actif. Et puis, son regard se reporta sur la maison. Les fantômes d'ici commencent à se reposer. Ils n'ont plus besoin de moi. Elle lui fit un signe de tête gracieux, et sans un mot de plus se retourna et disparut dans l'embrasure de la porte, la grande porte se refermant derrière elle avec le bruit de vieilles charnières acceptant l'inévitable. Poirot se dirigea vers la voiture et prit place à l'arrière, retirant ses gants avec un soin lent et méthodique, tandis que la voiture démarrait, le gravier crissant sous les pneus. Il se pencha en arrière, les yeux mi-clos, laissant ses pensées vagabonder une dernière fois sur l'enquête. La tapisserie avait été le premier murmure. Silencieux mais chargé de sens, elle avait observé le meurtre et marqué le meurtrier, sans jamais dire un mot. Finalement, elle n'avait pas été seulement la toile de fond de la mort, mais un acteur silencieux. Elle avait dissimulé le chemin, révélé le fil conducteur et, enfin, livré la vérité. La fuite d'Argus avec sa poursuite mythique était devenue bien plus qu'une allégorie. Théo avait fui vers quelque chose qu'il n'avait jamais pleinement atteint. La reconnaissance peut-être, le contrôle, l'amour assurément, mais sa mort n'avait pas été vaine. La vérité pour laquelle il était mort avait éclaté. Le domaine allait changer. Béatrice serait entendue, et la maison chargée d'histoire pourrait peut-être respirer un peu plus facilement dans les années à venir. Poirot ouvrit sa serviette et en sortit la copie pliée de la lettre de Théo, soigneusement transcrite avant que l'original ne lui soit rendu. Il la relut lentement. S'ils disent que je suis tombé, sachez que non, j'ai été poussé. Il le replia et le glissa dans un dossier, remarquant comment, malgré la peur, Théo était resté calme et rationnel. Il avait fait confiance non seulement à l'amour, mais aussi à la logique. C'était, pensa Poirot avec une pointe d'admiration, la marque d'un esprit qui aurait pu devenir quelque chose de formidable. La voiture continua sur la route sinueuse, les arbres se courbant au-dessus d'elle comme les nervures d'une cathédrale endormie. Poirot regarda à nouveau, laissant le paysage défiler en silence. Il n'oublierait pas l'Angry Joel, ni sa tapisserie, ni le jeune homme qui tentait, dans un silence que seuls quelques-uns remarquaient, de modifier le motif tissé sous ses yeux. Et tandis que la brume se dissipait, et que le soleil commençait à dissiper les nuages, Hercule Poirot, le plus grand des détectives, ferma les yeux, non pas pour dormir, mais pour réfléchir. L'affaire était close, mais les échos en resteraient là. Le train quitta doucement la gare de Warwick, son rythme apaisant et calme propice à la réflexion. Hercule Poirot était assis dans son compartiment réservé, une petite tasse de café noir posée à côté de lui, intacte. Face à lui, la campagne défilait dans des nuances floues de vert et de gris, mais ses yeux n'étaient pas fixés sur la fenêtre. Elle figurait sur la lettre qu'il avait écrite le matin même, soigneusement pliée, et adressée à Lady Eugénia Montrose. Il ne l'enverrait pas par la poste, mais la lui remettrait en main propre. Poirot croyait après tout au pouvoir des mots manuscrits. Offert en toute fin, il jeta un dernier coup d'œil à son contenu avant de le sceller. Madame, dans chaque cas, il arrive un moment où les faits doivent s'effacer, et où la vérité doit éclater. Ce n'est pas la même chose. Les faits m'ont révélé qui a tué votre fils. La vérité m'a révélé la cause de sa mort. Ce que Théo recherchait n'était ni la vengeance, ni même le pouvoir, mais la justice. Pour lui-même, pour Miss Dan, et peut-être même pour toi. Ne laisse pas ce désir s'éteindre avec lui. La justice a été rendue devant la loi. Elle doit maintenant être rendue au cœur de l'Angry Joel. Respectueusement, Hercule Poirot.
Il posa la lettre et s'accorda un rare moment de détente. L'enquête avait été complexe, subtile et, au final, tragique, mais elle s'était aussi conclue par une lumière jetée dans l'ombre, une tromperie démêlée, fil par fil jusqu'à ce que seule la clarté demeure. Le genre d'affaire, pensa Poirot, qui rappelle à chacun pourquoi la vérité doit être recherchée avec patience et rigueur. Hardwick avait avoué ce matin-là, après une nuit de garde à vue, non pas avec fanfaronnade ni défi, mais avec un ton lent et prudent, digne d'un homme qui avait joué avec le temps et finalement perdu. Il avait admis des années de détournement de fonds prudents, avoir influencé le testament de Sir Charles, avoir ressenti du ressentiment face à l'indépendance croissante de Théo et à son choix de Béatrice comme associée. Plus effrayant encore, il avait décrit le moment derrière la tapisserie non pas avec malice, mais avec calcul. Il fallait l'arrêter, avait-il dit sèchement. Ce n'était pas personnel, c'était une question d'arithmétique. Poirot n'avait rien répondu. Que pouvait-il bien apporter à l'arithmétique face au meurtre? Le carnet récupéré par derrière la fuite d'Arcus deviendrait une preuve centrale dans l'enquête financière, mais c'est la lettre de Théo, ces derniers mots à Béatrice, qui resterait bien plus longtemps dans l'esprit de ceux qui comptaient. Lady Eugenia, fidèle à sa parole, avait commencé à rédiger un amendement public au trust. Les restrictions au mariage devaient être levées. Béatrice Dunn serait officiellement reconnue comme bénéficiaire, non pas par pitié, mais par légitimité. Un retour à l'équilibre. Et Chloé Radley, qui avait rôdé tout au long de l'enquête tel un fantôme hésitant à sa place, avait quitté Longreach Hall discrètement ce matin-là, ses affaires emballées sans faire de bruit. Il n'y avait eu ni adieu, ni accusation. Seul un mot plié pour Béatrice avait été laissé sur le bureau. Il n'a jamais cessé de t'aimer. Il l'a dit, même quand il avait peur. J'espère que tu le crois maintenant. Moi aussi, Chloé Poirot pensait, non sans bienveillance, que Mademoiselle Radley s'en sortirait. Elle avait vu quelque chose de terrible et avait agi mal pour la bonne raison. La peur, mais la peur, une fois affrontée, peut se transformer en quelque chose d'autre. Il but enfin une gorgée de son café. Il avait refroidi, mais cela ne le dérangeait pas. Alors que le train avançait en renant, il se tourna vers le petit carnet qu'il tenait pour de telles occasions, et griffonna une dernière réflexion. C'est une chose étrange que cette quête de vérité. On commence par les faits, les suspects, les chronologies, et on finit par les cœurs humains. L'avidité a mené au meurtre, mais l'amour a mené à la vérité. Une tapisserie est tissée de nombreux fils. Les plus brillants se cachent souvent derrière les plus ternes. En fin de compte, ce n'est pas l'homme déchu qui a perdu, mais celui qui a essayé de faire passer le silence avant la vérité. Le sifflet retentit au loin. Le train arriverait bientôt à Londres. Poirot ferma le carnet et le rangea. Il se leva, ajusta sa cravate et prit sa valise. Justice a été rendue, et l'ordre, autrefois effiloché, avait été rétabli. Sur ce, Hercule Poirot descendit du train et retourna dans le monde, son esprit se préparant déjà à toute énigme qui pourrait attendre les petites cellules grises.